Salut, salut, salut! Allô tout le monde! Je suis super contente que vous soyez là. Comment ça va aujourd'hui en cette magnifique journée enneigée? Je suis vraiment contente de célébrer la matinée de mon anniversaire avec vous. J'espère que vous avez un bon café, hein. On va faire ça de manière amicale, comme plus sous une forme de discussion ce matin. Ça va être vraiment intéressant. Et je suis super contente d'avoir le privilège de fêter mon anniversaire avec vous. Je suis vraiment, tu sais, je le sais qu'on ne s'est jamais rencontrés pour la plupart d'entre vous spécifiquement, mais vous avez collectivement un impact dans ma vie et je me sens vraiment choyée et privilégiée. Puis je travaille vraiment fort pour essayer d'avoir le plus gros et beaux impacts positifs que je peux avoir dans la vôtre. Donc, merci d'être là ce matin pour fêter mon anniversaire avec moi. Je suis vraiment contente. On a Isabelle qui vient d'arriver. Allô, merci pour les vœux de bonne fête. Et ça me fait rire parce qu'il y a Elisabeth, une étudiante qui me disait: ah oui, tu voulais être sûre qu'on le sache, hein, que c'est ton anniversaire. J'ai même écrit une infolette par rapport à ça. Oui, c'est vrai, j'aime ça en parler. Puis je commence à achaler le monde dès septembre avec ça. Pour moi, c'est une journée qui est vraiment spéciale, que j'aime beaucoup. Et dans la vie, hein, on a les résultats sur les efforts qu'on met. Donc, pour moi, hein, si j'ai envie d'en faire une journée spéciale, ben, je m'arrange pour en faire une journée spéciale. Et ça rentre dans le sujet de ce matin où on va parler d'aptitudes essentielles que les chiens devraient avoir, dans l'idée de mettre nos énergies là où c'est important. Oui, euh, oui, il y a les problèmes de comportement, oui, il y a la réhabilitation, mais vous allez voir dans la liste que j'ai, oui, il y a des choses qui sont en cas d'urgence, mais il y a des choses aussi qui sont pour se faciliter la vie. Il y a des choses qui sont aussi juste positives. Vous allez voir, il y a un gros accent dans la liste aussi sur être avec nous. Parce que ça ici, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, là, ce qui est important, il faut qu'on y mette 2 fois plus d'attention que ce qu'on veut pas. Et bref, c'est la raison pour laquelle je suis très vocale par rapport à mon anniversaire. On a Audrey qui est là. Allô, je suis super contente. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que c'est aujourd'hui la fin de la promo. Donc, entre autres, pour fêter mon anniversaire avec vous, j'offre aujourd'hui, c'est la dernière journée, donc ça se termine à minuit. J'ai planifié ça consciemment. Je voulais que ce soit une journée spéciale pour tout le monde. Donc, il y a 30% de rabais sur tous les cours en ligne aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien de la liste des cours en ligne. Vous allez voir, il y a des nouveaux. J'ai même ajouté un jeu dans le jour de pluie hier. J'aime ça continuer à offrir différentes choses. Et on a le cours de groupe virtuel aussi où on va entraîner ensemble. Donc, ça ici, ça se termine ce soir à minuit. 30% de rabais avec le code noir 30. Et c'est une façon pour moi de vous donner quelque chose aussi. Donc, vous avez un rabais et bien entendu, j'apprécie chacune des inscriptions qui rentrent au cours de groupe, cours en ligne, parce que c'est ce qui permet aux chiens et moi c'est notre gagne-pain, puis de se gâter un petit peu. Donc, un win-win pour tout le monde pour aujourd'hui. La promo, ça vous permet d'avoir des cours de qualité qui vont vraiment vous aider, du bon entraînement, et qui vont vraiment avoir un impact positif dans votre vie. Et pour moi aussi, c'est positif, donc tout le monde est gagnant. Avez-vous votre café ce matin? Comment ça va? Avez-vous pas mal de neige dans votre région? Je suis vraiment curieuse de savoir ça. Comment ça va ce matin? Hein, en ce splendide 8 décembre.
la journée la plus spéciale de l'année. Donc, Rin a fait dodo avec moi. Puis Timo est venu voir. Ils vont être déçus parce qu'on est plus théorique ce matin. On est plus théorique. Donc, on va parler, bien entendu, quand j'ai fait la liste, celles qui me connaissent, vous m'avez vu venir, il y en a plus que 7. Mais des aptitudes essentielles que tous les chiens devraient avoir. Et de par mon travail avec les chiens à haute énergie, il y a comme souvent du monde qui vont dire oui, oui, mais moi j'ai juste des chiens de maison. Et je pense que oui, il y a des choses qui sont spécifiques aux chiens à haute énergie, mais je pense que tous les chiens devraient quand même avoir certaines aptitudes de base. Et dans les aptitudes de base, il y en a qui sont en cas d'urgence. Donc, au fond, je vais vraiment penser à si on était dans le trouble, qu'est-ce que j'aurais besoin que mon chien sache d'avance? Parce que, veux pas, il y aura toujours quelque chose qui va arriver à un moment donné. Donc, j'ai besoin d'avoir certaines aptitudes en cas d'urgence, mais il y en a aussi qui sont pour avoir une vie agréable à deux. Parce qu'on se rappellera que à la base, le but d'avoir un chien, c'est d'agrémenter notre existence. Donc, on va aller entraîner, donner des aptitudes à notre chien qui va lui permettre d'avoir les outils dont il a besoin en cas d'urgence et aussi pour avoir une vie agréable ensemble. Et une autre chose aussi qui est important avant qu'on rentre dans la liste, parce que je vous connais, ok? On vise le progrès, pas la perfection. Je vous présente cette liste-là des incontournables, au fond, que tous les chiens devraient savoir, selon moi, pas pour que vous rentriez là, dans une session d'auto-flagellation en regardant l'immensité de tout ce que vous avez à accomplir, ce que vous n'avez pas fait, puis que vous culpabilisiez, là. C'est pas ça le but. Okay? Donc, on va prendre là, cette partie perfectionniste-là de nous, là, puis là, aujourd'hui, là, on la met à la poubelle. Okay? Ça donne rien. Le but, c'est d'essayer comme j'ai dit, on vise le progrès, pas la perfection. Et si vous vous rendez compte qu'il y a un élément que votre chien a peut-être pas, qui n'est pas rendu là, ben, c'est pas grave. C'est toutes des choses qui se travaillent et qui vont se travailler continuellement. Donc, jamais à aucun moment dans ma liste, il y a des affaires que je me dis, bon, ça c'est réglé, on passe au suivant. C'est des choses que je vais travailler tout le long de la vie de mes chiens et c'est des choses qui vont être en mouvance aussi dans notre quotidien. Un bon exemple de ça, il y a toujours des choses que je vais retravailler, des choses que je vais réévaluer, des choses que je vais me dire, ok, mais ça, comme je vois que ça fait un certain temps, je l'ai travaillé, whoop, on a peut-être besoin d'un petit réajustement aussi. La vie va aussi faire en sortant, les gens pensent là, que moi, là, tu sais, je suis full, méga, giga, toujours en train d'entraîner mes chiens. Mais la vie, c'est en mouvement. Quand j'étais dans les rénaux ou quand j'étais super malade cet automne, j'étais pas la top entraîneuse du siècle. Hein? Donc, on ne veut pas voir la liste comme étant la barre minimum à atteindre et si on n'a pas ça, ah bon sang, on est un échec. Je le dis parce que je vous connais et je veux pas que vous commenciez à vous dire ça. Je vous donne cette liste-là pour vous donner des repères. Surtout, 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 lorsqu'on a un jeune chien, lorsqu'on a un chien adolescent, lorsqu'on a un chien de refuge qui vient d'arriver, ou lorsqu'on a un chien qui a beaucoup de problèmes de comportement, c'est facile de se sentir perdu avec tout ce qu'il y a à faire. Donc, j'essaie de vous donner cette liste-là pour essayer de recadrer un peu. Et comme vous allez voir dans la liste, il y a aussi des éléments qui sont positifs. Et j'ai mis ça parce que mes étudiantes qui font beaucoup de travail avec la réactivité, l'anxiété, des fois là, on a tellement le nez dessus, on oublie les autres éléments. Et on ne veut pas que
tout notre quotidien avec notre chien devienne de la réhabilitation. Ce n'est pas sain, ce n'est pas bon, tant pour vous, votre chien et la relation, et au final, ça va nuire à vos progrès aussi, parce que dans la vie, il faut faire autre chose. Il faut se donner une pause au cerveau pour se laisser assimiler aussi, pour se reposer, pour se donner le temps de cogiter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette liste-là. Hein? Le but, c'est vraiment de se sentir moins perdu, si jamais vous l'êtes un peu. De comprendre aussi que c'est un processus. C'est sûr que si vous venez juste il y a quelques mois d'adopter un nouveau chien, ben oui, il y a des éléments qui vont manquer. Si votre chien a des problèmes de comportement, ben comme il y a peut-être certaines choses qui vont venir un peu plus tard, et aussi pour se rappeler qu'il n'y a pas juste la réhabilitation. Merci Louise qui vient d'arriver de me souhaiter joyeux anniversaire. Donc pour celles qui ne le sauraient pas, où est-ce que vous... Non, c'est une blague. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je suis super contente de pouvoir célébrer ça avec vous. Comme je le disais en introduction, je me considère vraiment privilégiée d'avoir une aussi belle place dans votre vie et vous en avez une dans la mienne. Donc c'est pour ça que je voulais célébrer au fond cette matinée-ci avec vous. Donc, on va commencer avec la liste. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que pour vous, c'est un incontournable? Donc, qu'est-ce que selon vous, hein, dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui est... Quelles sont là ou les choses que n'importe quel chien devrait savoir selon vous? Et il n'y a pas de mauvaise réponse parce que on est tout le monde des gens différents. Et c'est toujours intéressant de comparer qu'est-ce qui, selon nous, est un essentiel. On a Francine, pardon, désolée qui vient d'arriver. Merci pour les vœux de bonne fête. Je suis vraiment contente. Donc, allons-y avec la première chose. En passant, il n'y en a aucune qui est supérieure aux autres. Hein, j'ai vraiment fait une liste en sortant tout. Donc, numéro 1, bien entendu, c'est le rappel. Donc, pour moi, le rappel, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est quelque chose aussi que je vais travailler toute la vie de mes chiens. Et souvent, un des problèmes, c'est que les gens se disent « Ah oui, il faut que je travaille le rappel. » Et ils vont viser la perfection et ils vont tellement se rendre ça complexe dans leur tête qu'ils ne le feront pas. Je vais vous dire un secret. Il n'y a jamais aucun chien qui, selon moi, je l'ai dit au début, va avoir un rappel qui est parfait, c'est classé, c'est réglé, on n'en parle plus jamais. Donc, il va toujours y avoir du retravail à faire. Il va toujours y avoir des choses à retravailler. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un chien, c'est un être vivant, c'est pas un robot. Mais le rappel, c'est quelque chose que je vais travailler et retravailler tout le long de la vie de mes chiens. Et là, ici, on est vraiment, hein, je vous avais dit, il y a deux objectifs, les urgences et la vie agréable. On rentre dans les deux parce que, bien entendu, en cas d'urgence, c'est clair, mais aussi d'avoir un bon rappel va faciliter énormément de choses dans la vie de tous les jours avec un chien. Et je connais des gens, hein, la raison pour laquelle je parlais d'aptitude que n'importe quel chien devrait connaître, qui disent « Moi, mon chien, il n'y a pas besoin de rappel, je ne vais jamais le détacher. » Mais il n'y a aucun chien qui est à l'abri d'une porte mal fermée, de sortir de son collier, d'une laisse échappée. Ça m'est déjà arrivé, je l'ai raconté plein de fois. Je me promenais avec Ellie. La laisse a cassé. Donc, c'était une laisse artisanale que j'avais achetée dans un marché. Elle était magnifique, c'était super beau, mais manifestement, c'était pas solide. Et la laisse a cassé. Et il y avait des chevreuils parce qu'on était au printemps, donc au printemps, ils se tiennent beaucoup plus proches des maisons parce qu'ils commencent à manquer de nourriture, donc ils sortent de la forêt. Et il n'y a pas aucun chien, selon moi, qui ne doit pas avoir un minimum de rappel. C'est une question de sécurité et aussi, quand un chien a un bon rappel, ça permet la réhabilitation beaucoup plus facilement. Ça permet aussi de donner de la liberté au chien beaucoup plus facilement.
Je veux à nouveau qu'on se rappelle que avoir un bon rappel, c'est un objectif. Donc, c'est pas parce que mon rappel n'est pas parfait que je vais m'empêcher de vivre jusqu'à temps que ça arrive. Parce que ce sera jamais, à mon avis, à moi, une chose qui est réglée. Donc, il n'y a rien dans cette liste-là qui on s'empêche de vivre tant qu'on l'a pas. De la même manière que j'aime pas l'idée des gens qui se disent je vais réhabiliter la réactivité, on pourra vivre après. Non, 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 non. Comme il faut, avec un chien réactif, se trouver des moyens de vivre et d'avoir un quotidien qui est agréable malgré la réactivité, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Parce que la réactivité va devenir la seule et unique chose qui va guider votre vie. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre chien, mais aussi votre chien va être en déficience de stimulation, probablement physique, et il n'y aura pas le temps de se reposer les nerfs. Donc, mais là, on rentre sur un autre sujet. Donc, dites-moi dans les commentaires, hein, les gens commencent à se joindre à nous. Donc, quels sont selon vous, hein, personnellement, vos incontournables en éducation animale? Donc, quelles sont les choses, les non négociables que s'il y a n'importe quel chien qui rentre chez vous ou que vous gardez temporairement, vous considérez que ces choses-là devraient être acquises, éventuellement. Donc, moi, j'avais dit numéro 1 et il n'y a pas d'ordre. C'est numéro 1 parce que c'est la première que j'ai écrit. Le rappel. Numéro 2, le collier. J'en ai déjà pas parlé. Donc, pour moi, avoir un chien qui est à l'aise, que je le prenne par le collier et qui vient mettre son collier dans ma main et que je suis capable aussi, c'est un autre des éléments dont on va parler, si j'ai le collier dans la main et que je l'incite à me suivre, il va me suivre. Donc, au fond, qui ne va pas enclencher le réflexe d'opposition. Pour moi, c'est un autre essentiel que je vais travailler avec n'importe quel chien. Parce que le jeu de collier peut être la base pour énormément de choses. C'est quelque chose que les gens oublient souvent parce qu'on va être honnête, celui-là ici, c'est pas nécessairement le plus agréable à travailler, surtout si on n'est pas des férus de l'entraînement. Mais selon moi, au niveau de la qualité de vie, au niveau du bien-être de ce chien-là, au niveau, en cas d'urgence, avoir un chien qui il accepte de se faire prendre par le collier va rendre tout tellement plus facile. C'est une base pour la pratique des manipulations. C'est une base aussi pour la proximité, les restreintes, les trucs médicaux, une base de rappel. Il n'y a rien que je voudrais pas que si j'essaie d'attraper un chien qui s'enfuit. Et je comprends qu'un chien peut ne pas aimer se faire prendre par le collier parce que c'est un geste qui est invasif à la base. Justement pour cette raison-là, on va venir le travailler. Et celui-là ici, c'est, comme je le disais, probablement une de celles que les étudiantes, que moi, en tant que professeur, il faut le plus que je motive les étudiantes à travailler parce que c'est quelque chose qui n'est pas de manière inhérente, amusante pour nous à faire. Et quand on parle de comportements chez les chiens auto-renforçants, donc c'est-à-dire des comportements que c'est facile de faire au chien parce que le chien aime faire ça, il y a la même chose aussi chez les êtres humains. Et moi, en tant que prof, hein, je le vois quand je vais sortir un cours avec des jeux, okay? Comme par exemple Jour de pluie, c'est le genre de cours qui a un gros succès parce que c'est facile, c'est amusant, c'est pas énorme aussi dans la tête du monde. Les gens voient le bénéfice immédiatement. Ils ont envie de le faire. Pourquoi? Parce que les jeux dans Jour de pluie, qui est un de mes cours en ligne, un des cours les plus populaires cette année, qui a plein de reviews fantastiques, c'est facile. Les cours où j'essaie de vous faire quelque chose que tout le monde est d'accord de la nécessité, mais qui n'est pas de manière inhérente,
amusante pour les êtres humains, ça va toujours être un petit peu plus difficile et je trouve ça fascinant de voir ça. Donc moi, en tant que prof, il faut vraiment que je me casse la tête à essayer de voir comment je peux amener mes étudiantes à pratiquer les choses dont elles ont besoin. Et d'équilibrer ça aussi avec les choses que ça vous tente de pratiquer. Et un bon exemple de formation que tout le monde était d'accord que ça prenait et qui a floppé, et je ne dis pas ça négativement, c'est un cours que j'ai sorti il y a 2 ans, comment au fond apprendre à un chien aussitôt qu'on l'a détaché ou qu'on échappe la laisse par accident, à automatiquement venir nous voir, qui n'est pas une aptitude essentielle, mais qui est quelque chose de franchement pratique. Celui-là ici, ce cours-là, hein, n'a pas été un succès parce que pour les gens, c'est pas auto-renforçant. Donc, c'est intéressant de voir les parallèles entre l'entraînement canin et l'entraînement des humains pour moi en tant que prof. Et d'ailleurs, je vous rappelle que jusqu'à minuit ce soir, tous les cours en ligne sont en rabais, à 30% de rabais. Je pense que j'ai jamais donné, non, je n'ai jamais donné sur tous les cours en ligne 30% de rabais. Le plus gros que j'avais jamais fait, c'était 25. On a Laetitia qui vient d'arriver. Merci pour les vœux de bonne fête. Donc, ça finit ce soir à minuit avec la fin de mon anniversaire. J'ai 37 ans aujourd'hui. Ici, il y a un élément dont je parle, que vous dites, moi, mon chien, cette aptitude-là, j'aurais potentiellement la retravailler. Ça pourrait, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je vais vous suggérer une formation. On a Louise qui dit que les aptitudes de base vont dépendre du milieu de vie, donc en ville ou avec des voisins très très proches. Ça prend un chien qui aboie moins. Donc ça ici, je ne vais pas nécessairement le voir comme un essentiel, mais oui, c'est le genre de choses que il y a les essentiels et il y a les choses que, comme par exemple, pas s'enfuir, aussitôt que le chien y réalise qu'il est libre. C'est des choses qui sont franchement utiles à avoir. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai déménagé ici, dans ma nouvelle maison, je savais qu'on avait des voisins qui laissaient leur chien aboyer dehors. Et donc, dès qu'on est arrivé, j'ai entraîné les chiens à, tu peux les regarder autant que tu veux, sauf si, bien entendu, je te demande autre chose, mais on leur répond pas. Et ça a été de l'entraînement, de comprendre que même si le chien du voisin te jappe après, tu n'as pas le droit de japper pour répondre. Ça ici, c'est une règle qui est très, 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 très claire parce que j'ai pas envie que ça commence à se répondre et que ça jappe toute la journée. Ça me tape sur les nerfs. Ensuite, les voisins ils éduquent leurs chiens comme ils veulent. Hein? Donc ça, ici, c'est l'avantage de la campagne. Le monde, s'ils veulent que leur chien jappe, c'est leur affaire, mais comme moi, je me dis, si les miens jappent un petit peu, ben, on verra pas fou. Clairement, ça dérange personne. Mais je voulais pas que les miens prennent l'habitude de leur répondre. Et ça ici, on l'a beaucoup travaillé. Une autre aptitude aussi qui est essentielle selon moi pour tous les chiens, c'est de rester avec moi, donc de rester proche. Et là, ici, on parle tant de situations d'urgence que de situations juste d'avoir une vie plus agréable. Donc, je vais beaucoup, lorsque j'ai un nouveau chien, l'encourager, l'entraîner, l'encourager. Je fais beaucoup d'entraînement dans la vie de tous les jours. C'est sûr que mes chiens, ils aiment ça, quand on fait des entraînements dans la salle d'entraînement avec des croquettes, là, des entraînements organisés, comme quand, par exemple, je vais donner des cours de groupe en ligne, ce que les étudiantes qui ont suivi les précédentes sessions ont vraiment trippé. Elles ont adoré ça. C'est une nouvelle chose que j'offre. Il y a personne qui fait ça de cette manière-là et c'est un gros succès. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas sûrs avant de s'inscrire. Elles sont inscrites, elles ont vraiment, vraiment aimé. Donc, bien entendu, je vous invite à suivre la prochaine session avec moi. On va faire la coupe de griffes.
Et donc, c'est ce qu'on appelle l'entraînement formel organisé. Je vais beaucoup aussi faire de l'entraînement dans la vraie vie. Admettons que, en fait, je fais à 90% de l'entraînement dans la vraie vie. Si je me promène avec mes chiens, je vais en profiter pour renforcer plusieurs choses que j'aime, pour encourager mes chiens à produire certains comportements, parce que je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux travailler, qu'est-ce que je veux. Et comme on a dit, tout est en mouvement, en mouvance. Il n'y a pas c'est un équilibre, hein? Puis il n'y a pas de moment où, comme on a dit, le collier s'est acquis pour toujours, le fait de rester avec moi, c'est on le travaille perpétuellement et c'est quelque chose que je veux que mon chien trouve agréable, d'être avec moi, de choisir d'être avec moi, surtout dans un environnement comme quand on se promène dans la rue ou là, je vais le demander de manière un petit peu plus encadrée ou quand on est en forêt. Je vais donner aussi une raison à mes chiens de vouloir être avec moi. Donc, il y a des éléments que je vais considérer importants et que je vais tout au long de la vie de mes chiens continuer à promouvoir. Donc, une autre qui n'est pas nécessairement un tour, donc un truc qu'un chien fait, mais une aptitude en général. Donc, au fond, on va parler d'une méta-compétence. Donc, c'est pas un exercice qui va amener ça, c'est un ensemble d'exercices et de façons de vivre. Et là, on est un petit peu plus dans la gestion de la frustration. C'est de se passer de quelque chose. Je vois beaucoup de chiens qui ont appris que s'ils insistaient, ils allaient finir par avoir ce qu'ils voulaient. J'ai aucun problème à ce que mes chiens me disent qu'est-ce qu'ils veulent, à ce qu'ils me fassent part de leurs besoins, leurs désirs, mais je trouve que c'est important que les chiens soient capables de se passer de quelque chose qu'ils veulent. Parce que la vie, c'est pas juste des arcs-en-ciel et la vie, c'est pas juste des permissions. Des fois, il va falloir qu'un chien comprenne que malheureusement, cette chose-là que tu veux n'arrivera pas. Et il va falloir que tu apprennes à gérer cette frustration-là. Et un des problèmes qui arrive souvent, et on a Laetitia qui dit que l'éducation canine, c'est dans tous les moments de la vie quotidienne. Ça va avec ça aussi, avec cette notion-là de se passer de quelque chose. Les gens passent de tout ou rien. Ils donnent tout à leur chien et là, soudainement, ils voudraient que le chien se passe de aller voir les amis chiens ou regarder les écureuils. Et ou d'aller piquer une course, peu importe quoi. Donc, c'est important de comprendre que la capacité de se passer de quelque chose, c'est une aptitude qui se travaille progressivement selon les capacités de ce chien-là. Et Rina est un bon exemple de ça. C'était un chiot qui était très impatient. Elle avait de la misère à pas avoir ce qu'elle voulait. Et c'était pas parce que c'était, je m'excuse de l'expression, une maudite bébé gâtée, là. C'était vraiment parce qu'elle n'avait pas de tampon dans ses émotions. Et c'était naturellement un chien très vocal aussi. Elle l'est toujours, même si on l'a travaillé. Et donc, moi, je l'ai progressivement amené à apprendre le concept de se passer de quelque chose. Mais on n'apprend pas à se passer de quelque chose en étant constamment confronté à la version qui nous fait disjoncter de cette chose-là. Ça ne fonctionne pas. La résistance à la frustration n'arrive pas de cette façon-là. La résistance à la frustration, ça arrive progressivement en présentant des situations où le chien est capable de se gérer légèrement et progressivement, ça va augmenter. Donc, si la ligne, elle est là, on va travailler ici et la ligne va progressivement augmenter.
si on met constamment le chien au-dessus de la limite, il ne va pas soudainement avoir une illumination. Il va juste être de plus en plus frustré et ça ici, c'est frustrant pour nous, c'est désagréable. Pour le chien, c'est pas une bonne chose. Et un autre élément qui est intéressant aussi, et là, on tombe un peu dans une des pas une des failles, j'aime pas cette expression-là, mais comme un des éléments auxquels il faut faire attention en renforcement positif, c'est faire la différence entre un animal en détresse et un animal qui a appris que s'il insiste, il allait finir par avoir ce qu'il voulait. Et c'est la même chose chez les êtres humains. Je discutais avec un ami hier, il parlait de ses enfants, puis moi je parlais des chiens, mais c'était très similaire. Il faut qu'on fasse la différence entre, moi je vais toujours dire, si un animal est en détresse, il a besoin de nous, on va l'aider. Mais si un animal fait juste faire une crise parce qu'il a compris que s'il faisait une crise, ça allait fonctionner, mais là, ici, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement bon. Et faire cette distinction-là, c'est très difficile pour les gens et ça prend une excellente lecture du langage canin. Et d'ailleurs, dans ma formation sur la gestion des émotions, on a un exemple d'un chien qui va, au fond, exacerber des comportements qui ressemblent énormément à de la réactivité, mais ça n'en est pas. Le chien fait ça pour obtenir une réaction de sa propriétaire, donc de sa maman, parce qu'il a appris que ça fonctionne. Il n'y a pas de mauvaises intentions. C'est un chien. Un chien ne comprend pas qu'il exagère et qu'il est en train de faire quelque chose que c'est qu'il ne devrait pas faire. C'est un animal. Il regarde est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas pour avoir le résultat que je veux. Donc, ça ici, d'apprendre à se passer de quelque chose, on pourrait en jaser pendant des heures et des heures et des heures parce que ça fait partie de la gestion des émotions. Et oui, comme Laetitia dit, la frustration, ça fait partie de la vie. Il y a beaucoup de gens en renforcement positif qui perdent un peu des nuages, je m'excuse de le dire, mais comme quoi le chien ne devrait jamais vivre d'émotions négatives, il devrait toujours être dans les émotions positives. C'est impossible. On ne peut pas avoir juste des émotions positives et aucune émotion négative. Okay? Ce n'est pas ça la vraie vie. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de limiter les émotions négatives pour lesquelles il y a d'autres solutions. On n'utilise pas de correction dans notre entraînement parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire qui sont mieux à long terme. Et on va donner les outils à notre chien pour être capable de gérer ses émotions négatives et le laisser apprendre à gérer ces émotions-là. Lorsqu'elles sont dans une proportion où on est dans un environnement qui est contrôlé, le chien n'est pas en détresse, il n'est pas en train d'escalader aussi, parce que des fois, l'animal va se mettre à spinner, un peu comme nous, puis là, ça va être de pire en pire, mais de le laisser passer à travers son émotion, de ne pas constamment régler le problème pour lui, ça fait partie de donner des outils à notre chien. Un chien ne peut pas être constamment, d'ailleurs un être humain aussi ne peut pas être constamment dans la béatitude et la sérénité. Et la sérénité, ce n'est pas vrai. Donc, on ne va pas se mettre ça comme objectif. On peut l'avoir comme objectif utopique, c'est-à-dire j'aimerais tendre vers, mais je suis réaliste que ça n'arrivera pas. Donc, ce n'est pas la barre minimale, c'est l'objectif utopique. Hein? Mais je comprends aussi que les émotions négatives, ça fait partie de la vie. Ce qui m'amène à un autre point essentiel, parce que là, on parlait de se passer de quelque chose, ça rentre là-dedans aussi. Les restreintes. Donc, pour moi, qu'un chien comprenne une certaine forme de restreinte, là, on est plus dans des trucs en cas d'urgence, c'est important. Et oui, je sais qu'il y a des chiens qui viennent de toutes sortes de situations. Il y a des races pour qui c'est plus facile, il y a des races pour lesquelles c'est
plus difficile. Un jeune chiot, ça grouille tellement, ça va être l'enfer. Donc, on peut aussi se dire, c'est pas quand le chiot il y a 12 mois que c'est au sommet de la liste de priorité. Il y a des chiens aussi qui viennent de qui ont leur histoire parce que c'est des chiens de seconde ou troisième main. Je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est juste la réalité. Ces chiens-là ont besoin qu'on prenne le temps de défaire tous les problèmes. Si on a une balle de laine qui est pleine de nœuds, on a bien beau avoir en tête de se tricoter le plus beau des chandails, il va falloir qu'on prenne le temps de défaire les nœuds. Hein? Donc, c'est correct. Et ça, c'est le genre de choses que je vais pas me mettre un échéancier. Mais tous les chiens, on devrait constamment aider à comprendre le principe de restreinte. Et ça rentre un peu dans cette histoire de les choses négatives ne sont pas agréables. Je vais te donner des outils pour t'aider avec ça. Je vais t'entraîner, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ça va prendre une certaine capacité aussi à garder ses plates, mais à un moment donné, il va falloir. Et il y a plusieurs sortes de restreintes. Hein. Ça peut être par le collier, on en a déjà parlé. Ça peut être la restreinte physique, ça peut être d'être pris dans les bras, ça peut être aussi au niveau des examens médicaux. Et jusqu'à un certain point, je vais entraîner mes chiens, bien entendu. Mais je vais aussi travailler, et là ici je vais mettre la coupe de griffes à part, parce que la coupe de griffes c'est comme bien chargée émotionnellement. Si vous voulez la travailler, on va la travailler dans le cours de groupe virtuel, tout le monde ensemble. Mais là, on parle vraiment juste de restreinte. Il y a à un certain point, j'aimerais que mon animal me rende au fait que même si à un moment donné, il ne trouve plus ça très agréable, il y a une certaine patience à être capable de faire gars bébé, je le sais que tu ne traites pas, mais là, il faut. Et ça, bien entendu, c'est un objectif à long terme. Un bon exemple de ça, la dernière fois que j'ai vu Zeph, il y avait des bobos. Parce que il y a un problème avec son poil, puis bref, il y a une sorte de plante qui s'agrippe dans son poil et fallait qu'on y examine les petits bobos. Puis oui, au début, le chien, il est entraîné, il est patient, mais à un moment donné, en y jouant avec les petits bobos, ben, il aime moins ça, ça étire le poil, gna gna gna, faut qu'on y mette de la crème, il est écœuré, il est tanné. Okay? Ça ici, c'est normal. Et à un moment donné, de faire que justement, je le sais que t'aimes pas ça, mais là, il faut vraiment qu'on t'examine. Et ça l'a passé rapidement parce que le chien a collaboré malgré un certain degré d'inconfort. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qui se travaille et c'est pas à force de mettre le chien dans cette situation-là qu'il va avoir, si vous restreignez un chien et qu'il se débat, il ne va pas un jour avoir une illumination divine et se laisser faire. C'est quelque chose qui se travaille. Et honnêtement, du moment où on sort nos émotions de tout ça, là ici je retourne un peu à ma coupe de griffes que j'ai mis à part, le gros problème de ces éléments-là, c'est que oui, le chien a clairement beaucoup d'émotions par rapport à ces manipulations-là, mais nous aussi. Et cette lourdeur émotionnelle-là, cette pas lourdeur, cette charge émotionnelle-là qui fait que les gens vont énormément rechigner à travailler les manipulations. Et d'ailleurs, ça me surprit parce que j'étais certaine lorsque j'ai sorti le cours de griffe, le cours de groupe sur la cour de griffe, sur la coupe de griffes qui va avoir lieu, peu importe. Il n'y a personne qui s'est inscrit qui stresse. Je pensais que ça allait être beaucoup plus populaire. Et je ne sais pas si c'est parce que tout le monde attend aujourd'hui à la dernière minute. Donc d'ailleurs, inscrivez-vous parce que là, on est à la dernière minute. Mais le cours, j'ai pas beaucoup d'inscrites à date. Donc ça ici, ça m'a vraiment surprise et ça prouve à quel point c'est le genre de choses que tout le monde se dit « Ah oui, il faudrait que je travaille ça », mais il y a comme une espèce de
immense charge émotionnelle. Et dans le cours, on va justement parler de cette charge-là et essayer, et on va se donner, je vais vous montrer comment ça fonctionne sans justement toute cette... Vous avez juste à prononcer les mots coupe de griffes, les gens déjà y font des faces. OK? Donc, on va prendre le temps de parler de ça aussi et de voir un plan et d'entraîner ensemble. Ah, merci Chantal qui vient de me souhaiter bonne fête. Je suis vraiment contente. Merci d'être là. Donc, les restreintes, c'est quelque chose qui est important. Dans le même ordre d'idée, la cage. Et la cage, c'est quelque chose qui est incroyablement polémique et je ne démordrai jamais de l'importance d'avoir un chien qui est entraîné à la cage, même et surtout s'il n'en a pas besoin. Parce que chez le vétérinaire, s'il y a une opération, il va en avoir besoin. Si un jour il se pète la gueule, je m'excuse de l'expression, de manière monumentale et il faut qu'il soit au repos forcé, vous allez en avoir besoin. Si un jour il arrive une catastrophe puis que vous devez être évacué, d'avoir un chien qui est confortable, à l'aise, patient dans sa cabane, c'est de l'or en bord. Et vous le savez, Zeph reste chez mes parents, vit chez mes parents depuis plusieurs mois. Et lorsque j'ai été le voir la semaine passée, on parlait que justement mes parents m'ont redonné sa cage parce qu'ils la trouvaient trop grosse et qu'il disait il n'y en a pas besoin. Donc, je vais leur amener une plus petite cage et je leur ai dit continuez à le travailler. Hein? Juste de l'avoir, d'être disponible, de donner ses repas de temps en temps dans la cabane. Parce que même si votre chien est correct sans sa cabane, d'avoir un chien qui a une belle association positive à sa cabane, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que la cabane, c'est le genre de choses qu'on en a besoin, qu'on n'en a pas besoin jusqu'à temps que la vie nous le mette en pleine face. Et ça, ici, j'ai une amie qui, son chien s'est déchiré, le ligament croisé, et c'était un chien de refuge. Et lorsqu'elle a eu le chien, il y a plusieurs années, le chien avait une aversion à la cabane, il haïssait ça, il voulait rien savoir. Et elle s'est dit, il aime pas ça, il n'y en a pas besoin, pas de cabane, on va se débrouiller sans. Et des années plus tard, quand le chien s'est blessé et a été opéré, elle a regretté de ne pas l'avoir travaillé. Puis la cabane, c'est le genre de choses qui se travaillent tellement facilement dans le quotidien. D'ailleurs, le nouveau jeu que j'ai mis dans le jour de pluie aide à travailler la cage. Et la commande tapis aussi. Si vous êtes déjà inscrite à jour de pluie, vous avez accès au nouveau jeu. Quand je fais une mise à jour dans un cours, si vous êtes inscrite, vous avez droit. Et bien entendu, si vous n'avez pas jour de pluie, jusqu'à ce soir, à minuit, il y a 30% de rabais. C'est un merveilleux cours pour vous donner plein d'idées de jeux à faire avec votre chien pour renforcer le lien, l'attention, le dépenser. C'est des jeux aussi qui ont du matériel que vous avez déjà, genre une cage, vous n'en avez pas, mais c'est tout du matériel que vous avez déjà, il n'y a pas de gros achats, c'est toutes des choses qui se font dans la maison et c'est des choses qui se font avec vous, parce que le but est de faire quelque chose ensemble pour renforcer cette idée-là de rester avec vous, tout ce qui est le focus. Et bref, quand le chien de mon ami, il a été opéré, il a fallu qu'elle le mette au repos forcé. Elle l'a regretté et elle me l'a dit, Eve, j'aurais dû. Et le chien, il était en externe, mais au début, il tripait pas. Fait que là, il avait de la misère à garder le chien calme, alors qu'il était dans un environnement qu'il aimait pas. Donc, la cabane, c'est quelque chose
que même si votre chien n'en a pas besoin, on va le maintenir et on va l'entraîner. Et je le sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'idée d'enfermer un chien. Je comprends, mais il y a une partie de ça, c'est de l'anthropomorphisme. Et vaut mieux un chien entraîné à être à l'aise qu'un chien qui ne l'a jamais connu, qui du jour au lendemain doit se retrouver enfermé et qui capote parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Donc, moi, je l'entraîne, mes chiens aiment, il y en a aucun qui est. Je ne vais pas le mettre dans un environnement qui va le stresser, là. Il n'y a rien. Il, ça le, je ne vais pas les enfermer, puis ben tu géreras, genre, ta peur. C'est quelque chose qui est introduit, qui est travaillé, que les chiens aiment. Comme Micheline dit, c'est aussi leur endroit de sécurité. Donc, ça ici, selon moi, c'est vraiment un incontournable. Celui-là ici, j'ai hésité avant de le mettre. C'est peut-être pas un essentiel, mais je trouve qu'il y a une. C'est comme à la limite entre. Est-ce que c'est vraiment un essentiel ou c'est bien à avoir? Le respect des barrières, selon moi, c'est quelque chose qui évite bien des accidents. Et un bon exemple de ça, c'est. Même s'il y a un trou dans ma clôture, je veux que mes chiens savent que même si tu es capable de passer par-dessus la barrière, tu n'es pas censé y aller. Bien entendu, ça ne veut pas dire que... parce qu'il y a des gens qui pensent que si on apprend les limites du terrain, tu peux envoyer tes chiens dehors sans supervision. Non, 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 là. Mais c'est pas parce que il y a un trou dans la clôture, il y a un passage qu'on peut se faufiler. Moi, je pense que ça fait partie des choses à apprendre aux chiens que s'il y a une barrière, ben, ça veut dire on y va pas. Même si on serait capable de trouver une craque. Mais ça ici, je veux pas qu'on culpabilise. J'ai moi-même déjà eu un chien que sa mission dans la vie, c'était de chercher tous les trous dans une clôture. Ça, ici, c'était à cause de son anxiété. Donc ça, malheureusement, c'est pas à 100% un essentiel, mais je trouve que pour des questions de sécurité, je trouve que ça devrait quand même être enseigné aux chiens. Et là, ici, on parle de concept et non pas d'un exercice. Fait que c'est un petit peu plus difficile comme se passer de quelque chose. Donc, le respect des barrières pour moi. J'ai des photos de Nine là, qui est devant une barrière en carton. Puis elle pourrait tellement la défoncer, elle pourrait tellement sauter par-dessus, mais elle comprenait que ça voulait dire on y va pas, même si tu es capable d'aller par-dessus. Et ça, ici, à nouveau, c'est un apprentissage. Le meilleur exemple du respect des barrières que j'ai, c'est quand on a emménagé ici. Au début, c'était aucunement clôturé. On a mis une clôture de fortune pendant le déménagement pour que les chiens puissent aller faire pipi dehors. Et à un moment donné, je suis sortie, les bébés étaient tous dehors à jouer. Puis j'ai dit, OK les chiens, on s'en va se promener. Ils ont tous sauté dans le trou de la clôture qu'ils avaient repéré que j'avais pas vu. Ils sont partis avec courir dans le bois où on s'en va, à chaque fois qu'on s'en va se promener. Bien entendu, j'ai bouché le trou par après, mais c'est là que j'ai vu. Mes chiens savaient clairement qu'il y avait une ouverture là. Et tant que j'ai pas dit qu'on sortait de la cour pour aller se promener, il n'y en a pas un qui a sorti. Donc là, ici, j'étais excessivement fière d'eux. Bien entendu, j'ai bouché le trou parce que on va pas tirer le yard par la... tenter le yard, là, hein? Mais il y a une certaine notion de... il y a une barrière là. Les chiens comprennent que c'est pas parce que tu es capable de sauter ou de passer qu'on y va. Mais à nouveau, est-ce que c'est un incontournable obligatoire? Non, mais ça reste quand même une question de sécurité là-dedans. C'est comme ça parce qu'il y a une porte est ouverte que mon chien devrait essayer de se garocher. Donc pour moi, ça rentre un peu là, comme c'est dans cette espèce de entre les deux. Et je suis consciente qu'avec certains types de chiens, c'est plus difficile.
Bien entendu, on a les résultats sur lesquels on met des efforts. Si le chien il est laissé dehors dans la cour toute la journée à s'emmerder, c'est sûr qu'il va trouver tous les trous pour s'enfuir parce qu'il y a juste ça à faire. Donc, bref, c'est là aussi, comme j'ai dit, on a les résultats sur lesquels on met des efforts. Laetitia dit une barrière peut être une simple ligne tracée au sol. J'ai jamais poussé jusque-là, mais le trottoir, c'est un bon exemple. Tous les chiens sont capables de descendre du trottoir, à part les chiens qui vivent dans des milieux de banlieue où il n'y a pas toujours des trottoirs, un chien qui vit dans un milieu hyper urbain devrait savoir qu'on ne descend pas du dit trottoir. Et j'ai d'ailleurs eu une étudiante qui justement comprenait pas que j'étais en banlieue et qui voyait dans des vidéos que la chienne descendait du trottoir, puis ça l'a... Parce qu'elle vivait dans un lieu qui était hyper urbain, mais en banlieue, il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir, il faut que le chien descende, rembarque. Juste intéressant par rapport à là où est-ce qu'on vit. Bien entendu, pour moi, un chien devrait avoir au minimum une commande de base, que ce soit assis ou couché, juste pour des questions de pouvoir y demander quelque chose. Parce que si j'ai besoin de peu importe quoi, de demander un comportement pour en éviter un autre, je vais utiliser les commandes de base. Idéalement, j'aimerais en avoir plus qu'une, mais au moins minimum une. Donc, même si c'est un chien de mémé, selon moi, il devrait au moins avoir une à deux commandes de base, juste parce que ça, on parle juste de se donner des outils pour que la vie soit plus facile. Puis, c'est pas en ayant un biscuit dans les mains puis en faisant assis, puis le chien il met ses fesses au sol pendant 2 secondes puis il se relève. Ouais, comme ok, mais non, à moins que le chien à nouveau y ait 8 semaines. T'sais. Donc, pour moi, oui, Louis, ça pourrait être de suivre la main. Le chien devrait savoir au moins une à deux, idéalement le plus, il y en a. C'est commande, truc de base. Ça peut être assis, ça peut être couché, ça peut être un stack pour un chien de show, suivre la main, la cible, peu importe quoi. Juste pour qu'on ait au moins cet outil-là, si j'ai besoin de demander à mon chien de faire quelque chose parce que je veux pas qu'il en fasse une autre, tout simplement. Parlant de commande de base, il y a un concept que pour moi, tous les chiens devraient avoir pour une question de sécurité, c'est que la nouvelle commande supplante toujours la dernière. Et si je demande quelque chose à mes chiens, c'est toujours supérieur à ce que mon chien s'en allait faire, ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il a envie de finir de faire et ce que j'ai demandé avant. Un bon exemple de ça, c'est un soir, je suis sortie avec les chiens, je leur ai dit, on s'en va dehors, on s'en va faire pipi, dodo, go, 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 go. Ce qui est une série de mots, ils savent tout ce que ça veut dire. Donc, les chiens sont sortis, ils s'en allaient prendre sur la véranda pour descendre, pour aller dans la cour, pour aller faire leurs besoins. On était tard le soir. Et en mettant mes souliers, parce que je vais avec eux, j'ai senti l'odeur d'une moufette. Donc, je les ai immédiatement rappelés et ils sont tous revenus, même Tumo. Donc, ça, ici, c'est un exemple de la nouvelle commande va toujours supplanter la dernière. Même si je t'ai dit d'aller faire pipi, si je te rappelle, tu reviens dessus. Donc, si je t'ai dit que c'était correct d'aller faire X, Y, Z, hein, puis que mon chien a mal interprété, peu importe, il a commencé à se diriger vers la rue, la route, l'écureuil, il a changé de... Peu importe quoi, si je te rappelle, tu t'en viens. Donc, juste comprendre que peu importe ce que je t'ai donné la permission de faire ou que je t'ai demandé, si je te demande autre chose, c'est ça maintenant. Ça, c'est vraiment une question de sécurité. Juste pour éviter des accidents. Un chien qui se fait arroser par une moufette, c'est pas agréable, mais sa vie est pas en danger. C'est juste vraiment chiant. Mais il y a des fois où c'est vraiment une question de sécurité.
Donc, même si je t'ai dit que c'était correct, que tu pouvais y aller, si je te rappelle, tu t'en viens. Ça ici, pour moi, c'est une chose que je vais apprendre à tous mes chiens. Une autre qui n'est pas une commande formelle, mais juste le concept d'attendre. Que j'enseigne de manière pas détendue, mais plus calme qu'un assis-reste, par exemple, où là, je veux que le chien soit prêt à m'écouter, prêt à autre chose. Juste le fait d'attendre. Euh, euh, Ça aussi, là, on n'est peut-être pas dans les essentiels. J'avoue que celui-là ici, il méritait peut-être pas d'être dans la liste, mais ça rend la vie beaucoup plus agréable. Pour moi, euh, c'est une chose que, oui, je vais enseigner à mes chiens au quotidien. OK, c'est pas un exercice spécifique que je vais faire, c'est vraiment le genre de choses que j'entraîne au quotidien. Puis pour moi, c'est différent d'un assis-reste, d'un coucher-reste, où là, l'émotion va être très différente. Quand je demande à mes chiens d'attendre, ils n'ont pas besoin d'être sur place figés. Mais lui, non, c'est pas un essentiel. Il méritait pas d'être dans cette liste-là, mais je vais l'enseigner pareil, sans m'en rendre compte, parce que juste au quotidien. Me suivre. Celui-là ici, ça va avec rester avec moi. Les deux auraient pu être fusionnés, mais là, on est dans être avec moi et rester avec moi, me suivre si je me déplace. C'est une aptitude que, oui, mes chiens devraient avoir. Et ça ici, je vais leur enseigner et leur renforcer tout le long de leur vie. Je vais aussi préférer ça à un contact visuel classique, le fait d'être avec moi, parce que c'est beaucoup plus agréable pour le chien et pour moi avoir un focus en mouvement est plus précieux que d'avoir un chien qui me regarde de même. Et tout le travail d'engagement, de jouer que je fais va faire que je vais avoir le fameux contact visuel par la bande. Mais un chien peut être engagé avec nous sans avoir les deux yeux de même dans les nôtres, qu'il faut quasiment qu'on y mette des gouttes pour lui réhumecter les globes oculaires. Moi, ce que je recherche, c'est la connexion. Mais il n'y a pas besoin d'être assis devant moi à me regarder de même. Puis, à force de travailler tout ça, je finis par l'avoir de toute façon. Un autre qui est essentiel, jouer avec moi. Donc ça ici, tous mes chiens vont tous apprendre certaines formes de jouer avec moi. Que ce soit avec des bébelles, si ça les intéresse, avec de la nourriture, si ça les intéresse, et je vais tous progresser à être capable de offrir du renforcement sans nécessairement avoir de la bouffe. Donc ça ici, c'est un objectif à long terme, bien entendu, et en étant réaliste aussi. C'est pour ça que Tsumo, qui a 11 ans, quasiment 12, Shiba Inu, qui n'a pas été élevé comme étant un chien d'entraînement, le fait de jouer sans bébelle, sans bouffe avec moi est un peu plus compliqué, mais je vais trouver d'autres façons de passer des moments agréables avec lui. Oui, je vais me servir de nourriture. Autant que j'en ai besoin parce que c'est un outil, puis pour moi, je vais me servir des outils que j'ai pour avoir les résultats que je veux, mais je veux aussi développer la valeur qu'on soit ensemble. Avec tout ce qu'on a fait, toutes les autres choses, parce qu'il n'y a aucune de ces aptitudes-là qui vit en huis clos. Il faut comprendre que tout ça ensemble va créer une meilleure écoute, un meilleur engagement, un meilleur envie d'être avec nous et aussi une plus grande résilience. On en vient aussi sur un élément par rapport à la résilience. Donc, je veux un chien qu'on a développé ensemble des façons de jouer ou d'interagir qui est positif pour le chien
tout simplement parce que ces éléments-là, je les ai toujours avec moi. La bouffe, à un moment donné, j'en aurais pu. Quand je pars me promener, j'ai une quantité X de nourriture. Des bébelles, on peut en perdre une, des fois on peut oublier d'en amener une, mais la valeur d'être ensemble, ça, vous l'avez toujours avec vous. Donc, c'est quelque chose qui est excessivement précieux à travailler. Donc, moi, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre d'accent là-dessus dans toutes mes interactions avec mes chiens. Pas dans l'objectif de remplacer à 100%, dans l'objectif que je veux essayer de multiplier les façons de renforcer un chien. Mon chien a besoin que j'y donne plus de bouffe pour qu'il m'écoute. J'ai aucun problème avec ça. À nouveau, Tumo, que je promène en liberté, à un moment donné, là, on est à une étape où je commence à baisser la quantité de nourriture que je lui donne pour rester proche de moi, parce que je veux qu'il puisse aller explorer un petit peu. Hein? Je veux qu'il puisse être un chien dans le bois qui fait ses petites affaires de chien de bois, mais qui suit, puis qui est à l'écoute, puis qui part pas, là, en m'ignorant. Hein, mais Timo, c'est un Shiba Inu, puis il n'y a pas, qui est une race primitive, qui n'est pas une race chez laquelle le désir d'interaction a été bonifié. Hein? On parle d'un chien primitif indépendant. Donc, puis il n'a pas été éduqué dans tout ce système-là. Donc, au début, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de croquettes pour lui permettre d'être en liberté. Et progressivement, j'étais en train de baisser. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai baissé trop vite. Donc, je me suis ramassée à avoir des comportements que je voulais pas. Il m'écoutait pas. Il partait de son bord. Si je le rappelais, ben, il finissait de faire ce qu'il faisait. Puis après ça, il réfléchissait s'il s'en venait ou non. Fallait que j'aille le chercher. Si je changeais de bord, il m'écoutait pas. Donc, on est retourné à avoir un petit peu plus de nourriture pour renforcer tout ce que je voulais à nouveau, le rendre plus fort. Et là, j'ai recommencé à baisser, hein, pour avoir cet équilibre-là. Mais oui, Tumo, en nature, va tout le temps probablement avoir besoin d'un taux de renforcement plus haut que mes Border Collie à cause de la race. Tout simplement. Puis ça, à un moment donné, ça me fâche pas. Ben, oui, mais c'est comme ça, tout simplement. Donc, je vais me servir des outils que j'ai, de la bouffe, d'être strict, clair dans mes attentes, de montrer que si t'en vas par là-bas, ben, comme si tu m'écoutes pas, ben, il va y avoir une conséquence, je vais te rentrer à la maison. Donc, il y a tout ça. Et aussi le plaisir d'être ensemble. Le plaisir que s'il est avec moi, puis j'y parle, puis des fois on fait un petit sprint ensemble. Donc, tout ça ici, ça rentre dans le jeu avec moi. Hein? Parce que ça, je l'ai toujours. Puis si un jour, j'ai plus de bouffe, j'ai pas rien, j'ai gna, ben, j'ai ça que j'ai cultivé. Donc, c'est pas pour remplacer le reste. C'est pour nous se donner un outil de plus qu'on a toujours avec nous. Et le dernier élément, oui, j'aurais pu parler de marche en laisse, la switch-off chez les chiens avec haute énergie. C'est vrai que la marche en laisse, c'est pratique en titi, ça reste un incontournable, mais regardez, c'est toujours, ça peut se retravailler, c'est pas, mais un autre élément qu'on oublie souvent, qui pour moi est essentiel, c'est apprendre à se passer d'un élément du quotidien. Et là, on rentre dans la résilience. Donc, vous avez vu, il y a vraiment 3 accents. Écoute de base, hein, pour avoir une vie facile, puis cas d'urgence. Donc, après ça, on a tout ce qui est relation, hein, et après ça, on a tout ce qui est gestion des émotions et résilience. Il y a vraiment ces 3 axes-là
qui travaillent en synergie ensemble. Donc, on a ce passé d'un élément du quotidien. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, autant je veux, et là ici, prenez-vous des notes, c'est très important. Autant je veux que mes chiens aient un quotidien qui prédit que ça va bien aller, puis beaucoup de problèmes en anxiété et en réactivité, c'est que le chien a un quotidien, en gestion des émotions, point, beaucoup de chiens ont des quotidiens qui prédisent qu'il va y avoir des débordements émotionnels. Donc ça ici, c'est une des premières choses qu'il va falloir qu'on règle, c'est faire les changements nécessaires pour que le chien, que ce soit de prise de décisions différentes, gestion de l'environnement, certaines choses de changer, bref, tout ça. Le chien doit avoir un quotidien qui prédit que, grosso modo, ça va bien aller. OK? C'est pas la perfection, là, mais ça va bien aller. Ça veut pas dire qu'il n'y a jamais personne qui passe devant la maison. Mais si systématiquement, de 3h à 5h30, le chien va se parquer devant la fenêtre puis jappe après tout ce qui bouge parce que c'est l'heure du fin du travail, puis de la fin des classes, puis des allers-retours, ça partira pas tout seul. Donc, oui, c'est normal, le chien va japper une fois de temps en temps, mais là, il n'y a pas de pattern spécifique. Donc, autant le chien a besoin, un chien qui a des problèmes de gestion des émotions doit avoir un quotidien qui prédit que ça va bien aller. C'est lui qui décide que ça va bien, là. Hein, qui prédit que ça, grosso modo, ça va bien aller, là. Tu sais, pas à 100%, mais tu sais, comme à 75% plus ou moins, là, tu sais. Autant, ensuite, on veut apprendre au chien à se passer d'éléments prévisibles de son quotidien. Comme l'heure à laquelle il mange, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. La promenade, certaines activités, aller se faire griller au soleil à une telle heure fixe, peu importe c'est quoi, je veux que mes chiens soient de temps en temps, pas tous les jours, de temps en temps, bouger des meubles aussi, mes chiens soient capables de comprendre que la vie arrive. Puis tous mes chiens, même mes border collies, sont capables de sauter une promenade. Puis oui, on va se promener à peu près aux mêmes heures. Pourquoi? Parce que les chiens ont hâte à la promenade, fait qu'ils m'achalent, puis moi, ça me motive à me botter les fesses pour y aller parce que sinon, j'irais pas parce que je suis paresseuse. Ça, je le sais. Mais en même temps, moi, je veux que mes chiens savent que, hein, ben oui, des fois, ça arrive qu'on ne peut pas aller à la promenade. Et on a une excellente question ici de la part de Valérie qui dit est-ce que je rentre là-dedans le bris de la routine, par exemple, pas avoir les repas à heure fixe. Donc, moi, je vais toujours nourrir plus ou moins dans un laps d'une heure. Comme là, en ce moment, je suis en train de changer l'heure des repas parce que je me rendais compte que ça overlappait, excusez-moi pour le langue, c'était trop juxtaposé avec l'heure que nous, on mangeait, mon conjoint et moi. Fait que j'aimais pas ça courir pour nourrir les chiens, courir pour sortir les chiens dehors, me laver les mains comme 45 000 fois parce que mes chiens, ils mangent cru. Notre propre repas, je voulais pas aussi manger frais, me lever en plein milieu. Fait que bref, j'ai décidé que les chiens maintenant allaient manger après nous. Fait que là, je suis en train de changer l'heure. Mais avant, les chiens mangeaient autour de 5h30. Ce qui voulait dire qu'ils mangeaient entre 5h et 6h. Au moment que ça m'a donné. Donc, maintenant, ils mangent vers 6h30, ce qui veut dire qu'ils vont manger entre 18h et 19h, plus ou moins. Mais hier, on est sorti au restaurant, puis on est rentré à la maison à 19h30. Puis, ben, les chiens, ils ont mangé en rentrant. Puis, ce qui arrive, c'est que quand le quotidien il est trop fixe, surtout chez les chiens anxieux, si le chien est trop encrassé dans sa routine, si la routine change, c'est hyper anxiogène pour le chien. Donc, on a besoin d'une certaine capacité de comprendre que la routine, c'est là pour nous aider. Ce n'est pas une prison, c'est une fondation. Et la nuance, elle est là. Je le répète, la routine n'est pas une prison, c'est une fondation. Donc, je ne vais pas nourrir mes chiens à heure fixe.
Donc, c'est pas à 5 heures pile, mes chiens mangent, parce que j'ai vu des chiens de cette façon-là. C'est hyper anxiogène pour eux parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement dans ce quotidien-là. Et des fois, ça va m'arriver de faire en général. Là, j'avoue qu'avec le soleil qui se couche plus de bonne heure, j'ai un petit peu de misère. Donc là, je promène 2 fois par jour. L'été, quand je suis capable, je vais promener 3 fois par jour. Mais il y a toujours des éléments. Il y a toujours, si une journée on va se promener juste une fois ou on va se promener 4 fois, c'est correct. Et ici, Valérie dit qu'elle pensait que c'était le contraire, que la routine aidait pour l'anxiété. Oui, et c'est là que est la nuance. Chez un chien anxieux, la routine aide. Mais, je l'ai dit, la routine n'est pas une prison, c'est une fondation. On veut avoir une routine qui est forte, qui nous aide à justement à s'appuyer dessus pour avoir ce quotidien-là qui prédit que ça va bien aller, qui prédit que les besoins vont être remplis. Et une fois qu'on l'a, on veut travailler la flexibilité du chien. Parce que si la routine devient trop, le chien il est trop pris dans la routine, s'il y a un changement de routine, parce que des fois, comme j'ai dit, on va au resto ou il y a quelqu'un, on a un rendez-vous, on a ci, on a ça, le chien va capoter. Donc, je veux avoir cette routine-là qui est stable, apaisant, rassurant, sur lequel justement on peut s'appuyer comme une fondation. Mais après ça, je veux travailler la résilience de mon chien si cette routine-là change. Parce que je ne veux pas que l'édifice au complet s'écroule si un élément varie. Voyez-vous, cette différence-là entre fondation et prison, elle est très importante lorsqu'on parle de chiens anxieux. Hein? Et merci à Valérie qui a posé des questions supplémentaires parce que c'est très important. Cette routine-là, on la veut, mais on ne veut pas que le chien soit pris dedans au point qu'il en est non fonctionnel. Si tout n'arrive pas dans l'ordre exactement, ou si on saute une promenade, ou si le repas y est bougé d'une demi-heure ou 45 minutes, que c'est pas la fin du monde. Donc, je veux une routine et ensuite, je vais travailler la résilience par rapport au changement de routine. Parce que j'ai vu beaucoup de chiens qui, justement, étaient trop pris là-dedans et que tout changement en devenait méga anxiogène. Et un des problèmes en tant que professeur, c'est quand il y a une comorbidité aussi avec l'anxiété des propriétaires qui, eux, ont besoin d'une routine, mais n'ont pas la plasticité de la résilience de faire des changements dans la routine. Mais là, on rentre dans autre chose. Je ne m'aventurerai pas plus loin parce qu'on sort du sujet de ce live-ci, mais en tant que professionnel, il faut toujours comprendre que c'est pas juste le chien, c'est le chien et les humains ensemble. C'est une question de duo. Donc, ça met fin à la liste. Je pourrais réfléchir puis trouver plein d'autres éléments. Puis il y a plein d'autres choses que j'entraîne sans m'en rendre compte. Mes chiens connaissent un paquet de choses. Il y a un paquet de débuts de tours que j'ai jamais fini. Il y a plein de cossins. J'ai pas travaillé, j'ai pas parlé de aucun truc médical précis, mais avec ça, je sais que j'ai une certaine base sur lesquelles je vais pouvoir bâtir. Si jamais je me rends compte que j'ai besoin d'autres choses, ben ça ne me dérangera pas d'aller chercher les aptitudes qui me manquent.
Aussi, chaque chien vit dans des environnements différents, bien entendu. Donc, dépendant des fonctions du chien aussi, il va toujours y avoir des trucs différents. Mais pour moi, ça ici, c'est vraiment ce que je vais considérer comme étant, si j'ai ça, je sais que après ça, je peux bâtir le risque dessus et mon animal va avoir une certaine base d'écoute, il va avoir envie d'être avec moi. J'ai donné les outils aussi si jamais il y a quelque chose qui arrive et il va avoir une certaine base de résilience aussi au niveau de la gestion des émotions. Est-ce que juste cette liste-là, c'est suffisant? Non. Mais le but d'avoir un chien, c'est de toujours faire différentes choses avec eux. Donc, je vais leur apprendre des niaiseries autant que des choses super utiles. Ça prend un équilibre. Donc, est-ce qu'il y a un élément dont j'ai pas parlé qui, selon vous, c'est un essentiel? Et il pourrait y en avoir, donc je suis super intéressante à vous attendre. Comme par exemple, j'ai pas parlé de la commande pipi ou caca qui est super utile, mais s'il y en a que j'ai pas nommé selon vous, je serais curieuse d'avoir votre avis. Je vous rappelle que aujourd'hui, c'est la dernière journée pour le 30% de rabais. Donc, vous utilisez le code noir, je vais le mettre en commentaire, noir30 pour avoir 30% de rabais sur tous les cours en ligne et sur le cours de groupe virtuel. Et on avait ici certaines questions. Donc, si vous avez des questions, d'ailleurs, c'est le moment de les écrire parce qu'on est en train de continuer. Donc, il y a Laetitia qui disait que Naya, sa malamute de refuge, ne sait pas jouer ni avec les chiens ni avec les humains et elle n'a aucun intérêt. Puis, pour ça ici, c'est un bon exemple. Donc, on a un chien, le chien vient avec son background, son historique, sa personnalité. Moi, ce que je vais vouloir voir, c'est voir la définition de jouer au sens large. Pas nécessairement avoir des activités de jeu structurées, mais je vais chercher à nous donner des outils, à faire, non, pas à nous donner des outils, mais à faire des choses ensemble où l'interaction est le but. Que ce soit juste de la regarder puis de dire ben oui, t'es belle puis t'es bonne, puis que je vois que le chien en a un certain plaisir. Et si je pense à Tumo, mon Shiba, c'est pas le chien le plus expressif sur la planète, hein, surtout si je vais comparer avec mes Border Collie. Mais je suis capable de voir dans ses mimiques est-ce que ça a une petite valeur pour lui ou non, et essayer d'aller développer ça. Est-ce que Tumo va m'écouter juste pour mes beaux yeux puis se faire dire qu'il est bon? Mais je vais quand même aller cultiver ça parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Donc, il faut voir jouer au sens hyper large et de se demander comment je peux mettre de la valeur sur l'interaction avec moi chez ce chien-là selon ses termes à lui. Qu'est-ce que lui a envie de faire avec moi? Et comment je peux aussi m'insérer dans ces différents jeux pour qu'on fasse ça ensemble. Comme par exemple, comme je promène mes chiens en liberté, puis je le faisais aussi quand je me promenais à Montréal avec Coro. Oui, il y a les écureuils, mais je vais trouver des façons de m'insérer dans ce jeu-là pour que ça en devienne une activité ensemble. Donc, il faut vraiment voir jouer au sens le plus large possible. Si on demande à des adultes de définir jouer, ils vont vous donner des cadres, puis une définition, puis des types de comportements. Ça va être hyper ritualisé. Si vous demandez à des enfants, c'est quoi jouer? Ils vont vous répondre, ben, ça va avoir du fun. Puis, c'est ça qu'on veut, ok? Jouer, c'est n'importe quelle activité qui nous amène du plaisir. Puis là, dans le cas des chiens, c'est ensemble. Donc, pas besoin de structure, de règles, de ci, de ça.
fait qu'est-ce qui nous amène du fun ensemble, selon ce chien-là. Hein? Ce que Koro aimait faire est très différent de ce que Ellie et Rina vont aimer. Donc, donc, on a des gens qui disent que l'heure des repas n'est pas fixe, mais le déroulement, lui, oui. Et dans le cas de chiens qui font de la protection des ressources, effectivement, c'est le genre de choses qui vont être importantes pour justement avoir un déroulement de repas qui prédit que ça va bien aller, plutôt que d'avoir un déroulement de repas qui prédit que il va y avoir une menace potentielle et le chien va se mettre à protéger de plus en plus. Donc, on a Louise qui dit le problème, c'est que pour plusieurs de ces bases, on ne peut pas tout entraîner en même temps, donc il faut gérer le temps. Combien de temps estimes-tu que ça prendrait en moyenne? Et je trouve que c'est une... C'est pas quelque chose... Moi, je vais travailler tout en même temps. Dans le sens où je vais travailler un petit peu ici, puis un petit peu là, puis un petit peu là. Puis comme je disais au début de la présentation, il n'y a rien qui est acquis, on n'en parle plus. C'est des choses que je vais travailler et retravailler à différents moments dans la vie de mes chiens. Si je vois, par exemple, ok, là, l'écoute de mes chiens ces temps-ci est moins bonne parce que je l'ai moins travaillé. Puis ça arrive, c'est normal. Ok, on appelle ça avoir une vie. Ben, je vais juste le retravailler tout simplement. Donc, je vais pas nécessairement, comme on peut pas dire, ok, ça prend tant de temps, il faut que ce soit acquis, parce que chaque chien est différent, parce qu'il n'y a pas de moment où c'est acquis. Donc, c'est des choses que je vais travailler et retravailler. Il y a des chiens aussi qui arrivent avec leur propre historique. Donc, un chien, par exemple, qui arriverait chez nous, qui serait phobique de la cage, je vais pas... Et là est la nuance qui est très importante. Paniquer en me disant, ben là, c'est parce que ça prend ça, puis go, 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 puis mettre tout le reste en pause en attendant qu'on aille ça, parce que ça, ici, on va mettre tellement de pression sur le chien que c'est possible que ça ait l'effet inverse de ce qu'on veut. Je vais travailler l'ensemble de ces éléments-là au quotidien et au rythme du chien. Puis des fois, il y a des bouts que ça me tentera plus, puis à un autre moment donné dans l'année, ben je vais m'y remettre. J'ai des bouts dans ma vie où j'entraîne super gros, puis d'autres où j'entraîne vraiment pas beaucoup. Puis, ça va dépendre de mon humeur. Puis si je vois que ce chien-là a de la misère avec la cabane, ben on va y aller à son rythme, progressivement. Mais je vais le travailler constamment. La résilience de mes chiens, c'est quelque chose que je travaille tout le temps. Si la patience de Tumo et de Rina, mais je vais toujours essayer de voir comment je peux continuer à cultiver ça parce que c'est des chiens qui sont très impatients tous les deux. Et je vais pas, j'ai pas d'échéancier. Parce que le fait d'avoir un échéancier fait qu'on va se mettre beaucoup de pression. Et ce que j'aime pas aussi, c'est cette idée-là qu'il faut que je règle ça. Puis quand ça va être fait, là, je vais pouvoir vivre. Je vais trouver des moyens de vivre et d'intégrer les éléments que j'ai besoin dans la vie. Parce que ce sera jamais fini. Puis, je peux pas mettre tout en berne, en veille, en attendant que X soit fait. Puis, c'est pour ça que il y en a j'encourage beaucoup les étudiantes à ne pas hyper focuser sur un élément, à constamment travailler plusieurs éléments qui vont leur faciliter la vie. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, que je trouve que c'est un essentiel aussi,
Si mes chiens ne me voient pas, je veux qu'ils viennent me chercher. Ça, ici, c'est un autre essentiel que j'avais oublié. Mais en ce moment, Tumo, il ne le connaît pas. Donc là, je suis en train de le travailler progressivement. Puis si on se rend jamais là, parce qu'il y a quand même quasiment 12 ans, c'est pas grave. Mais là, on travaille beaucoup les changements de direction quand on se promène en liberté, le fait de me suivre, le fait de me garder à l'œil. Puis progressivement, je vais peut-être mettre là-dedans des éléments euh, de venir me chercher s'il ne me voit pas. Puis je pense qu'une des difficultés en éducation canine, c'est que tout n'est pas noir et blanc. Et c'est pas une question de checklist une après l'autre. Et ça, ici, c'est difficile pour certaines personnes qui ont besoin de suivre une procédure parce que souvent, il va falloir qu'on sorte de la procédure. Donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est vraiment ces trois axes-là. Écoute, être avec moi, résilience. Puis, je vais toujours travailler un petit peu ces trois axes-là. Mais je vais pas me donner des objectifs suprêmes, puis si je l'atteins pas, genre, ah bon sang, puis mettre tout le reste. Donc, combien de temps ça prend? Pour moi, c'est pas. Puis là, je suis pas en train de chicaner Louise. Là. Je trouve que c'est une très très bonne question. La réponse est c'est pas important. Ce qui est important, c'est le temps qu'on va passer à travailler un petit peu avec cet individu-là qui a son bagage, sa personnalité. Nous aussi, on a notre bagage et notre personnalité. C'est des buts à atteindre et ils ne seront jamais parfaits, mais je vais constamment continuer à les retravailler. Donc, oui, comme Laetitia dit, jouer avec ma malamute, ça peut être tout simplement de l'encourager à creuser. C'est pour ça qu'on veut voir jouer au sens large. Et c'est pas à vous, je retourne à la question de Louise, c'est pas je veux vraiment qu'on s'enlève cette notion-là de la tête que lorsque X va être acquis, on va pouvoir vivre. On va trouver des manières de vivre, d'avoir une belle vie, d'amener de la joie dans notre quotidien avec nos chiens et de continuer à avancer par rapport à des objectifs sans, euh, sans non plus perdre de vue les objectifs, mais sans hyper focuser sur les objectifs puis d'en faire une montagne inatteignable. On vise l'équilibre. Et chaque chien a aussi sa personnalité puis son bagage. Donc, c'est pas, c'est, c'est pas, tant qu'on avance, c'est ça qui est important. En éducation canine, on est vraiment dans une optique où il faut voir le chemin qu'on est en train d'accomplir comme étant plus important que la destination. Parce que plus on hyper focus sur la destination, moins on se concentre sur les apprentissages qu'on est en train de faire en ce moment. Puis plus le chien devient un outil dans l'entraînement, plutôt que l'entraînement être un outil pour passer du bon moment avec notre chien. Ce qui est important, avant tout, c'est la relation dans le duo. Puis que l'ensemble du positif dans le quotidien outrepasse le négatif dans le quotidien. Et c'est parce qu'il y aura toujours des éléments qui vont, mais surtout en gestion des émotions, en réhabilitation, on ne peut pas mettre notre vie au congélateur en attendant que ce soit réglé. On veut que le seul objectif suprême que je ne lâche jamais de vue, c'est l'importance c'est l'importance que le duo soit soudé, puis d'avoir des moments de qualité ensemble. Puis ça, ici, ça dépend de votre personnalité puis de celle de votre chien.
Donc, on a Christine qui dit comment est-ce qu'on apprend aux chiens à venir nous chercher quand ils ne nous voient pas. C'est une excellente question. Je l'apprends dans le cours sur comment promener son chien en liberté. Donc, je vais vous mettre le lien. Ça va me faire plaisir. C'est quelque chose que je travaille énormément avec tous mes cocos. Et à nouveau, comme j'ai expliqué avec mes exemples avec Tumo, on a ici un bel exemple de comment le parcours est plus important que la destination, parce que si je me dis j'y arriverai jamais parce que c'est un Shiba Inu, je ne ferai pas toutes les petites choses que je fais qui fait qu'on progresse. Et pour moi, est-ce que je vais réussir un jour à me rendre jusqu'au bout? Est moins important de me demander ça, de perdre l'énergie là-dessus est moins important que de me dire peu importe jusqu'où je vais me rendre, je vais continuer à le travailler. Comme j'ai dit, là, je travaille les changements de direction, je travaille le fait qu'il jette un coup d'œil sur moi quand il est en liberté. Je travaille aussi le fait que même si le sentier s'en va par là-bas, si je m'en vais ailleurs, là où moi je m'en vais, c'est plus important. Et à force de mettre tous ces petits éléments-là, c'est là qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on est rendu beaucoup plus loin qu'on le pensait au début. En passant, c'est la même chose en réactivité. Donc, je vous remercie tout le monde de vos questions. On va se laisser là. Je vais aller au reste de ma journée. Mon conjoint m'attend pour qu'on aille trinquer un mimosa. Donc, youpi! Allô, coucou! T'étais là? Les 3 chiens sont dans la pièce. Ils espéraient que ce soit un live pratique où je les entraîne. Donc, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas, l'essentiel, c'est de se rappeler qu'on a des chiens pour avoir une vie agréable. Donc, comment est-ce qu'on peut se donner les outils et donner les outils à notre chien pour rendre notre vie agréable et de jamais perdre de vue que on ne met pas notre vie en pause jusqu'à temps qu'on ait X. On vit une belle vie et on travaille sur X à travers ça. Bye bye! Merci Marie-Claude et Louise pour les vœux de bonne fête. Merci à tout le monde qui est là. Merci à tout le monde qui écoute en rediffusion. Et n'oubliez pas aussi que la promo se termine ce soir à minuit. Donc, tous les cours en ligne sont présentement à 30% de rabais. C'est votre chance d'avoir un cadeau que je vous fais à vous, de vous donner ce rabais-là. J'en fais vraiment pas souvent. Et en même temps, ça me fait un cadeau à moi quand vous achetez des cours. Je vous remercie pour votre confiance. Et donc, win-win pour tout le monde. Win-win pour les chiens aussi parce qu'ils aiment ça quand je leur achète des nananes. Ils aiment ça aussi quand je fais des nouveaux cours. Donc, tout le monde est gagnant. Bye bye! Merci! Merci pour les vœux de bonne fête!